Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invitée politique ce matin est Éline Jacquemet. Elle est animatrice fédérale des jeunes socialistes des Côtes-d'Armor. Elle est en direct avec nous dans le studio de la matinale. Merci, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors on va parler de politique, ça ne vous aura pas échappé, et particulièrement de la situation politique pour le moins chaotique. Alors j'ai un peu l'impression de me répéter chaque matin au fil des invités, mais il faut bien dire qu'on vit une situation un peu compliquée. On va parler du budget aussi tout à l'heure. Situation compliquée pour les différentes formations politiques. Pour le Parti socialiste aussi, on l'aura compris, c'est pas évident ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Non, tout à fait, effectivement. Mais nous sommes dans une situation qui va être relativement compliquée au niveau parlementaire, avec aucune majorité qui se dessine, et du coup des conflits pour tous les amendements ou tous les projets de loi qui vont être passés, notamment celui du budget. Mais c'est aussi un peu le rôle de nos parlementaires, de venir, d'aller un peu se battre pour faire passer nos idées. Et donc oui, ça ne va pas être une situation facile, mais c'est aussi le jeu de la politique. Alors une situation qui n'est pas facile, beaucoup d'amendements. On l'a vu sur le budget, on est à plus de 2000 amendements, un budget qui risque de ne pas être voté dans les temps, donc à savoir à la fin de l'année, puisque au 31 décembre, la France doit avoir un budget. Et une ombre plane sur ce budget, c'est les ordonnances. Demain, le président de la République ou même le Premier ministre peuvent décider l'un et ou l'autre, de gouverner par ordonnance, en tout cas d'adopter le budget par ordonnance. Ce serait une première. Est-ce que pour vous, ce serait un acte manqué au niveau du débat, principalement, et aussi un acte manqué au niveau de la démocratie? Bien évidemment. Après, Sébastien Lecornu s'étant engagé à ne pas utiliser le 49.3 pour faire passer son budget, on peut espérer qu'il ne le fasse pas non plus par ordonnance, ni même Emmanuel Macron ne le fasse. Après, on ne va pas être à leur place. On peut bien se douter que c'est extrêmement difficile de faire passer un budget. Mais moi, j'ai espoir qu'ils continuent de croire en la démocratie et dans le parlementarisme et qu'ils continuent les débats, qu'on arrive à aboutir à un sujet. La fenêtre sera mince, mais il y a sûrement moyen à terme d'arriver à quelque chose qui, je pense, ne satisfera pas complètement aucune formation politique, y compris le camp présidentiel. Et du coup, c'est pour ça qu'il va falloir travailler un maximum pour amender ce texte, comme vous l'avez dit, avec 2000 ou 3000 amendements, et qu'il va aussi falloir faire en sorte que ce texte réponde le plus possible aux besoins des Français, que ce soit sur le projet de financement ou le projet de loi de finances de la sécurité sociale aussi notamment, qui est un très très grand enjeu pour les citoyens. Avec des appels du pied quand même de Sébastien Lecornu vers la gauche et plus particulièrement vers le Parti socialiste. On a beaucoup reproché au Parti socialiste de ne pas voter la censure du gouvernement à quelques voix près. On reproche aussi au Parti socialiste de discuter finalement avec ce qu'il est convenu d'appeler la Macronie. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors à ça, moi j'aimerais parler au nom des jeunes socialistes. Nous sommes pour la censure d'il y a quelques semaines. Malheureusement, au sein des instances nationales, notre voix n'a pas été aussi entendue qu'on l'espérait. C'est le jeu, nous sommes dans un parti avec une démocratie interne qu'il faut respecter. Donc même si nous n'avons pas été entendus à ce niveau-là, nous proposons des amendements qui ont été débattus en commission notamment. Et nous nous plions en fait un peu aux règles de la démocratie interne et nous rentrons dans ce même jeu, justement, de se battre pour avoir un budget qui va être le plus juste possible. Après, les appels, comme vous le dites, les appels de pied de Sébastien Lecornu, il faut bien qu'il essaye aussi de nous convaincre et pour ça, il faut aussi qu'il fasse des concessions. Donc, on a eu notamment la concession sur la réforme des retraites qui, est extrêmement critiquable, n'en est pas vraiment une. On a aussi eu le fait de lâcher l'idée de faire une année blanche en gelant les prestations sociales. Donc ça, par exemple, c'est une victoire. Et donc, si on continue toujours dans cette idée de continuer de débattre et de réussir à amender et d'obtenir petit à petit des solutions, même si ça peut prendre un certain temps, j'ai espoir qu'on arrive à quelque chose, à une copie qui, entre guillemets, on limiterait fortement les dégâts. Avec une déception, la taxe Zuckman, alors light, on l'a appelé comme ça en bon français, qui n'a pas été adoptée, c'est dommage selon vous? Absolument, c'est dommage. Et quand on voit en plus qui c'est qui a voté contre, donc en gros la Macronie et le RN, on voit bien, si le RN voulait taxer les riches, ça se saurait. Or, on voit bien que ce n'est pas le cas. Et c'est un cruel manque à gagner. Et dans notre situation actuelle, on ne peut pas laisser les plus pauvres, les plus précaires subir financièrement ce que les plus riches ne veulent pas assumer. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre pour essayer de refaire une
loi Zuckman, on va dire une taxe Zuckman ou alors une taxe similaire qui permettrait de rétablir cette justice fiscale qui nous manque actuellement en France et que la Macronie et le RN ne veulent pas faire passer. Ils veulent continuer de faire leurs cadeaux à leurs petits amis riches au lieu de se préoccuper réellement de qu'est-ce que les Français qui ont du mal à boucler les fins de mois veulent et ont besoin. Alors avec une crainte, c'est ce qui a été exprimé un petit peu dans les rangs, justement, que ce soit du côté du RN ou de la droite républicaine, ou des rangs de la majorité présidentielle, en tout cas du centre, c'est que si demain on taxe finalement les plus riches, les plus grandes fortunes, eh bien celles-ci décident d'aller s'installer ailleurs, pour certaines aux États-Unis par exemple, et que finalement la situation s'empire en France. Là aussi, c'est un faux débat. Parfaitement, c'est un faux débat. Puis il n'y a qu'à voir aussi la manière dont était appliquée la taxe Zuckman. La taxe Zuckman proposait de taxer les riches avant leur départ, au moment où ils étaient encore sur le sol français, où c'était encore possible de les taxer, pour une durée notamment de 5 ans après leur départ. Et on voit, par les chiffres notamment, que dans les pays qui vont avoir une fiscalité qui va être plus difficile pour les riches, pour autant, ils ne partent pas nécessairement. La taxe Zuckman, notamment, ça ne va pas les empêcher de s'enrichir. On va limiter cet enrichissement, parce que leur patrimoine ayant doublé je n'ai plus exactement le chiffre, mais en quelques années, ça a déjà doublé. Donc cette taxe, elle va juste ralentir cette croissance, mais elle ne va certainement pas les empêcher de s'enrichir. Donc s'ils partent dans l'idée d'arrêter de s'enrichir, ils seront beaucoup plus perdants, forcément, que de payer cette fameuse taxe, que dans tous les cas, on viendra leur réclamer. Avec un contexte qui est très compliqué aujourd'hui, au-delà du budget, on a un contexte social, on le voit, avec des entreprises qui ferment ou qui ont des difficultés, avec aussi un contexte plus social, alors plus brûlant, si vous me permettez le terme. Les Français ont du mal à joindre les deux bouts. Je lisais chez un éminent confrère que certains, au 10 du mois, n'avaient plus d'argent, et avec des contraintes qui arrivent. Alors tenez une qui est arrivée il y a quelques jours, c'est les découvertes bancaires qui pourraient, à partir, là c'est une transposition de la loi européenne, à partir de 2026, qui seront d'ailleurs désormais considérés comme un prêt. Est-ce que là aussi on est dans une dérive au niveau de l'argent et au niveau, là encore, dérive qui touche les plus précaires finalement? Alors, vous avez dit beaucoup de choses. Pour commencer sur les entreprises, certes, les PME, notamment les petites et moyennes entreprises, ont beaucoup de difficultés. Et l'État apporte beaucoup d'aides aux entreprises, mais notamment aux grosses entreprises qui sont déjà très prospères. Donc justement, il va falloir travailler à répartir mieux cette aide de l'État pour aider justement ces petites et moyennes entreprises qui... Il faut mieux cibler finalement. C'est ça, tout à fait. Il vaut mieux répartir et pouvoir permettre cet essor, on va dire, de l'entrepreneuriat local qui fait vivre parfois certaines villes, qui fait vivre des personnes et limiter du coup les milliards et les milliards qu'on peut donner à des très grosses entreprises qui, elles, vont rémunérer plutôt leurs dividendes et leurs actionnaires plutôt que de faire retomber cet argent dans l'économie locale. Ce que vous avez dit notamment à propos des frais bancaires, ça témoigne tout à fait de la situation alarmante dans laquelle on est actuellement en France. Certaines personnes, à partir du 10 du mois, n'ont plus d'argent sur leur compte. Moi, je pense aussi notamment aux étudiants, la précarité étudiante qui est plus forte que jamais. J'allais y venir, vous m'avez un petit peu devancé. Mais... Tout à fait. Donc la précarité étudiante qui est plus haute que jamais et donc qui se répercute aussi sur toutes les tranches de la société. Vous pouvez être un jeune actif avec un salaire qui ne va pas être mirobolant, avoir du mal à joindre les deux bouts et qu'en plus de ça, on vous demande, quand vous êtes à découvert, parce que vous n'avez pas le choix, vous devez bien payer votre loyer, vous êtes un citoyen qui paye son loyer, qui paye ses taxes, qui paye ses impôts, et à côté de ça, on ne vous est pas redevable, on va vous demander des intérêts supplémentaires à chaque emprunt bancaire, donc c'est un stress de plus pour les Français précaires qui n'est absolument pas nécessaire et qu'il faut absolument revoir et chercher éventuellement où est-ce qu'on peut plutôt trouver cet argent pour que les banques après puissent continuer de fonctionner normalement. Avec, je complète en fait avec ce changement finalement de paradigme où le découvert sera considéré comme un crédit aujourd'hui. Et ça pour vous c'est quelque chose qui est acceptable ou inacceptable du reste? Pour moi, c'est tout à fait inacceptable parce que le découvert, pour beaucoup, c'est une manière de finir le mois. Ce n'est pas forcément quelque chose de volontaire comparé à un crédit même à la consommation qu'on va faire volontairement afin, par exemple, de se payer un frigo, une voiture, des études. Et là où le découvert bancaire va plutôt servir à payer son loyer, comme je vous le disais. Donc, ce n'est absolument pas quelque chose qu'il va falloir taxer actuellement. C'est pas la priorité, si je puis dire. Et ce n'est certainement pas la manière qui va aider les Français à finir leur fin de mois. Il faut justement qu'on
qu'on revienne dessus, qu'on voit éventuellement si on ne peut pas plutôt taxer des dividendes d'entreprise notamment, ou alors d'autres services bancaires qui vont être moins utilisés par les personnes précaires, justement, et qu'on les laisse souffler, qu'on les laisse finir leur mois déjà difficilement, mais alors qu'on ne leur demande pas des intérêts supplémentaires. C'est un cercle complètement vicieux. Alors, vous parliez des étudiants tout à l'heure. Je disais que vous m'aviez un peu devancé. Justement, je ne trahirai rien en disant que vous êtes vous-même étudiante. Tout à fait. Et on voit aujourd'hui une grande précarité chez les étudiants pour se loger, parfois pour pouvoir poursuivre leurs études, parce qu'il faut avoir un travail à côté, un petit travail qui prend souvent beaucoup de place. Et aujourd'hui, on a l'impression que la situation non seulement est figée, mais se dégrade. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est juste un sentiment, comme on aurait pu entendre à une certaine époque ? Un sentiment, absolument pas. Il est évident que la situation étudiante déjà précaire se dégrade d'année en année. On a par exemple dans notre projet de loi de finances l'idée de supprimer ou du moins de fortement restreindre les APL, notamment pour les étudiants étrangers, ou de ne pas réindexer cette année les APL. Donc nous, les jeunes socialistes, nous avons porté des amendements contre cela. Nous avons proposé justement des amendements qui permettent de sécuriser les APL pour les personnes étrangères et d'augmenter celles déjà en cours pour les étudiants. La bourse, notamment aussi, la bourse cette année qui a été très compliquée à être versée. Il y a toujours de moins en moins de boursiers, mais cela s'explique pas parce que les étudiants s'enrichissent, mais plutôt parce que les critères pour la bourse, eux, ne sont pas réévalués nécessairement tous les ans. Donc les étudiants s'appauvrissent et s'éloignent de plus en plus des aides, ce qui ne va absolument pas dans le sens d'aider les étudiants à finir leur fin de mois et à pouvoir vivre dignement, parce que c'est aussi de la dignité dans ce sens. Les personnes qui vivent avec uniquement leur bourse pour payer et leur loyer et leur nourriture, c'est pas une vie quand on est étudiant, quand on veut pouvoir profiter de sa jeunesse, quand on veut pouvoir après faire des études qui permettent à terme de servir la société, dans un sens de trouver un boulot. Je trouve ça déplorable que ce soit cette classe d'âge et cette partie-là de la société qu'on va le moins bien forcément traiter. On entend beaucoup les jeunes, alors quand je dis les jeunes, je mets beaucoup de guillemets, privilège de l'âge peut-être, qui disent aujourd'hui, moi la France ça ne me convient pas, je termine mes études ou j'arrête mes études et je pars. Est-ce que vous l'entendez ça ? C'est une petite musique qu'on entend de plus en plus ? Je l'entends dans un sens, notamment dans le milieu de la recherche scientifique. Je pense notamment au laboratoire. Quand on voit comment on peut être payé en étant laborantin en France, ou même payé pour faire des thèses de recherche ou pour mener de la recherche en règle générale, ça ne m'étonne pas que certaines personnes y voient plus d'opportunités dans les autres pays. Moi, je trouve ça malheureux parce que je pense qu'on a aussi des savoirs français qui sont très bons, qu'il faut savoir préserver. Mais pour cela, pour les préserver, il faut aussi leur tendre la main dans un certain sens, leur proposer de rester, leur proposer des véritables offres, leur proposer un véritable avenir en France, que ce soit financier, pour qu'ils puissent après s'installer. C'est sûr que si vous leur proposez 2 fois plus en Belgique ou en Suisse, j'entends que certains sont appâtés. Et là-dessus, c'est tout le problème. Alors certains se tournent vers la Chine, par exemple, ou vers les États-Unis. C'est une forme aussi de perte de souveraineté, notre jeunesse qui s'en va. Oui, parfaitement. Mais comme je vous disais justement, le fait qu'on ait des savoirs français, des scientifiques français, des gens qui sont très bons, qui après partent à l'étranger, il n'y a aucun doute que c'est une perte pour notre souveraineté, notamment parce que ces savoirs, ils vont servir à pouvoir développer les technologies chinoises, les technologies américaines, mais pas nécessairement les technologies françaises. C'est pour ça qu'il faut absolument un rebond du gouvernement et de notre manière de voir notre système de recherche, mais aussi notre système d'études supérieures, en règle générale, qu'il faut revoir ça pour offrir justement de meilleures offres possibles aux étudiants. Alors on a beaucoup parlé des étudiants étrangers aussi, on entend beaucoup parler de l'immigration et ça touche aussi des étudiants qui viennent étudier ici en France. Si demain on a un gouvernement qui durcit les lois, quels qu'ils soient, est-ce que là aussi ça va être dommageable pour la recherche, pour aussi introduire une forme de recherche différente avec une confrontation des cultures et des cultures de recherche là encore? Est-ce que pour vous ça serait dommageable ? Bien sûr que ce serait dommageable et je pense, toujours pour revenir aux travaux notamment de recherche et des travaux de thèse, certains travaux vont se faire internationalement. Notamment, on peut avoir besoin d'aller étudier quelques petites choses en Italie, puis en Grèce, puis en Allemagne. Et cette internationalisation de la recherche, elle est extrêmement importante actuellement dans notre société, toujours notre société qui envoie avec la mondialisation. Donc c'est un processus qu'à mon sens, il ne faut pas freiner. Mmh. Et les étudiants étrangers, nos cerveaux français peuvent un peu fuir vers l'étranger, mais
d'autres de l'étranger peuvent aussi venir en France. Et c'est un savoir qu'il est aussi important d'avoir une autre vision du monde. Et l'université en France, de par son fonctionnement, de par notamment sa gratuité, sa qualité, c'est aussi une chance pour certains pays et certains étudiants qui peuvent venir en France et ne pas permettre à ces étudiants de la saisir. Pour moi, ça va à l'encontre de l'idée de l'enseignement supérieur en France. Voilà, une forme d'universalisme du savoir. Tout à fait. Alors, sur les grands sujets, et en particulier l'immigration, j'y reviens parce que on voit une montée importante aujourd'hui du Rassemblement national, par exemple, qui veut réguler en ce sens les flux migratoires. Est-ce que pour vous, ça présente un danger plus largement au niveau politique ? Alors, au niveau politique, le danger, c'est le RN, concrètement. C'est l'extrême droite, c'est des idées qui vont être, comme son nom l'indique, extrêmes, notamment sur la migration. Ce que les Français vont principalement ressentir vis-à-vis de ça, ça va être un sentiment d'insécurité. Il n'est absolument pas question d'invisibilité, ce sentiment. Les gens ne se sentent pas en sécurité, c'est un fait, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça, pour leur permettre de se rendre compte que le vivre ensemble, c'est aussi quelque chose de positif et qu'il faut continuer cette mixité sociale et cet accueil. J'entends pas par là accueillir toute la misère du monde, de toute façon c'est impossible. Et c'est aussi sur ça que va jouer le RN, l'idée que nous ne pouvons pas toujours encore plus accueillir. Mais nous avons quand même une certaine capacité qui n'est pas négligeable, qu'il faut pouvoir utiliser. Et l'idée de renfermer totalement le pays sur lui-même, à l'heure actuelle, ça ne me paraît absolument pas être une bonne idée, ni même ce qu'il faut faire. Avec aussi une acception démographique, on a une France qui vieillit. Alors c'est un peu le cas des pays européens et même un petit peu partout dans le monde, il faut bien le dire, même en Chine. Ça demande aussi qu'il y ait une main d'œuvre qui arrive, une main d'œuvre étrangère plus jeune. On entend souvent les chefs d'entreprise qui plaident en ce sens. Est-ce que au niveau européen, il faut peut-être justement avoir une réflexion apaisée sur la migration, sur ceux qui viennent d'ailleurs pour travailler, pour trouver une vie meilleure? Au niveau européen, moi je pense notamment à Giorgia Meloni en Italie, qui s'est fait élire sur un programme anti-migration, mais qui a dû factuellement faire venir des migrants pour pouvoir permettre à l'Italie de fonctionner, parce que l'Italie, comme en France, on est aussi sur une population qui va être vieillissante, et on va aussi être sur un attrait de l'emploi qui est beaucoup moins intéressant. Vous prenez quelqu'un, vous leur dites de faire des métiers qui vont être soit moins bien rémunérés, soit moins bien reconnus. Il y a moins de chances qu'il y aille que quelqu'un qui a besoin justement de ce métier. Donc dans un sens, c'est malheureux, mais c'est la manière aussi qu'on a de pouvoir faire tourner le pays dans une société qui va être vieillissante. Et donc à l'échelle européenne, c'est pour ça que je trouve ça plutôt hypocrite, notamment pour Giorgia Meloni, mais aussi pour toute l'Europe, parce que ça va être un phénomène de croissance démographique qui va à terme toucher toute l'Europe, et donc s'inquiéter de ces problématiques maintenant et essayer de les résoudre en apportant une main-d'œuvre jeune, c'est une solution, et c'est quelque chose qu'il faut envisager dans tous les cas dans le futur. Alors, ça nous amène aussi à la réforme des retraites. On en entend beaucoup parler. Vous l'évoquiez tout à l'heure. La réforme des retraites, aujourd'hui, on dit, voilà, il faut demander aux gens de travailler plus longuement, voilà, d'avoir des carrières peut-être plus longues, de partir en retraite peut-être à un âge plus éloigné. Et on entend une autre petite musique dans la société où on dit, voilà, les jeunes peinent à trouver du travail, soit ils n'ont pas assez d'expérience, soit on ne leur donne pas la possibilité d'acquérir cette expérience. Est-ce qu'il faut avoir aussi un travail, j'allais presque dire de l'autre bout de la chaîne, j'allais presque dire mettre les jeunes au travail, c'est pas un slogan, mais est-ce qu'il faut avoir une réflexion de ce côté-là? Oui, par exemple, on va avoir un véritable changement au niveau notamment du nombre d'années d'études qui vont être réalisées par les jeunes par rapport à ce qu'on pouvait se faire il y a 50, 60 ans. Et du coup, on va arriver sur le marché du travail avec beaucoup de jeunes qui vont être diplômés notamment d'un Master 2. Parce qu'actuellement, avoir un Master 2, c'est un grade qui est correct dans les études sup. C'est pas une majorité non plus, mais c'est quelque chose qui se fait très bien. Et ça va venir boucher certains secteurs. Je pense notamment au secteur de la communication qui est reconnu pour être complètement bouché. Et à l'inverse aussi, on va avoir l'idée que les jeunes ne veulent pas être au travail, mais quand on vient et qu'on demande déjà 5 ans d'expérience alors qu'on a 22 ans, qu'on sort d'un Master 2, c'est compliqué. Et donc avec toute cette multitude de profils qui vont être de plus en plus intéressants, qui vont avoir de plus en plus de connaissances, de plus en plus de diplômes, se démarquer, c'est compliqué. Donc je pense pas que le problème vienne directement des jeunes. Les jeunes, ils vont faire des études, ils veulent essayer de se démarquer dans leurs études, mais le problème va être beaucoup plus structurel, beaucoup plus sociétal, sur pourquoi est-ce que maintenant on a besoin d'un bac plus 5, d'un bac plus je ne sais pas combien, avec je ne sais pas combien d'années de stage et d'alternance pour faire un simple travail de bureau qui peut être fait avec un bac plus 3.
Est-ce qu'il faut travailler aussi sur l'apprentissage? Il a été longtemps délaissé, l'apprentissage. Aujourd'hui, voilà, on sent qu'il y a une volonté de remettre les apprentis sur le devant de la scène, voilà, sur des études parfois plus courtes, mais parfois très techniques également. Est-ce qu'il faut avoir aussi une démarche dans ce sens? Tout à fait, mais je pense notamment au fait que les bacs professionnels soient désormais mieux reconnus, qu'ils soient désormais aussi une voie qui est envisageable par des étudiants qui jusque-là se disaient aller en général faire un parcours universitaire un peu plus classique, qui se rendent compte que ce qu'ils veulent faire, c'est quelque chose de manuel, c'est quelque chose de beaucoup plus précis, qui vont trouver un bac professionnel, puis ensuite un BTS ou un DUT qui va aller dans ce sens-là. Et donc, pousser les jeunes vers des études professionnalisantes, c'est bien, parce que c'est des jeunes qui arriveront très vite sur le marché du travail, forcément. Après, il ne faut pas que cette voie, elle soit relayée directement aux étudiants qu'on va dire en difficulté. Dès que vous allez être en troisième, que vous allez avoir eu un petit peu de difficulté, on peut tout de suite beaucoup plus vous orienter vers un bac professionnel que vers un bac général. Et donc certes, il faut continuer de faire croître ces filières qui vont être professionnalisantes, qui vont être très intéressantes, qui sont de la main-d'œuvre absolument nécessaire. Cependant, il ne faut pas toujours stigmatiser le même type de population qu'on va aller mettre dans ces filières-là. Continuer le travail de normalisation d'un bac professionnel, même quand on a des capacités, pour pouvoir faire quelque chose qui nous plaît réellement. Il y a aussi beaucoup cette idée de la vocation chez les jeunes qui se met de plus en plus en place. L'idée qu'on est jeune, on va déjà peut-être même pas avoir de retraite, alors autant possible, faisons quelque chose qui nous plaise pendant les 40-50 ans qu'on fera de travail. Voilà, avec des carrières très différentes de celles de vos aînés. Aujourd'hui, on ne reste pas 40 ans dans la même boîte, par exemple. Voilà, c'est ça, tout à fait. On va avoir vraiment cette idée que déjà le salariat, forcément, n'attire plus autant les jeunes qu'avant. On va avoir beaucoup d'auto-entrepreneurs qui peuvent être assez jeunes, qui vont monter leur entreprise pour être aussi d'un certain côté plus libre. Et toute cette masse de personnes qui sont jeunes, qui sont dynamiques, qui veulent travailler, mais qui soit n'ont pas d'opportunité, soit parce qu'ils n'ont pas fait quelque chose d'assez professionnalisant, ils vont se retrouver un peu sur le carreau. Et donc trouver des modèles alternatifs au salariat et à la manière de travailler habituelle, c'est aussi une bonne façon de permettre à ces jeunes de rentrer sur le marché du travail et de travailler correctement et dans de bonnes conditions. Voilà, les conditions sont importantes également. Alors, on a beaucoup parlé de la jeunesse et de cette aspiration. Évidemment, j'ai envie de revenir un peu, moi que c'est de la politique aussi, de revenir un petit peu à la situation politique qui va toucher peut-être un peu plus l'EPS, à savoir les relations entre la France Insoumise et l'EPS. On a compris que, comme l'on dit sur les réseaux sociaux, c'est compliqué. C'est ça joue un petit peu en ce moment les deux gauches irréconciliables, on va dire. Sur le fond, je pense qu'on peut trouver des accords. Il n'y a pas de souci. Ça va être sur la forme notamment que ça va poser problème. En effet, l'EPS et la France Insoumise n'ont pas du tout les mêmes manières d'agir politiquement, les mêmes valeurs, si, dans certains sens, on a les mêmes valeurs, mais on ne va pas avoir les mêmes manières de les mettre en place, les mêmes priorités. Et dans notre situation politique actuelle, où on va avoir tendance à radicaliser beaucoup plus les positions, avoir une position qui va être modérée va être beaucoup moins bien perçue qu'avoir une position plus radicale comme peut avoir la France Insoumise. Cependant, je ne pense pas qu'avoir une position modérée soit forcément une moins bonne solution. Je pense aussi qu'on a le pluralisme politique qui permet à chacun d'avoir ses idées et que c'est aussi tout à fait respectable. Moi, je respecte les insoumis qui ont leurs idées. Il y a eu des mots durs quand même échangés entre les insoumis et le PS. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'allais finir que justement je respecte les insoumis pour leurs idées, mais je ne respecte pas forcément la manière de les mettre en place. La brutalisation du discours politique qu'on va avoir, en effet, je ne trouve pas ça correct de s'attaquer autant à des partenaires de gauche, autant que si on s'attaquait à l'extrême droite, des fois même avec des visuels qui vont nous comparer, qui vont être tout à fait ignobles. Et donc c'est aussi cette question de remettre en place qu'est-ce qui est vraiment nos ennemis, différencier ennemis et adversaires politiques. On a des adversaires politiques, ils peuvent être dans notre propre camp à gauche, mais on a aussi surtout des ennemis politiques. Ces ennemis qui vont se trouver de l'autre côté de l'hémicycle, qui vont être la droite, et particulièrement l'extrême droite de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Alors, on imagine que pour les élections municipales à venir, ça va aller très vite. Mars, finalement, c'est pas très loin, sauf si il y avait une dissolution et peut-être des législatives anticipées. Ça, on ne le sait pas pour l'instant. Comment ça va se passer sur le terrain? On va prendre le cas de Saint-Brieuc au hasard comme ça. Comment ça va se passer sur le terrain? Il peut y avoir des alliances quand même avec LFI ou ça va être compliqué, comme l'on dit? À l'heure actuelle, sur Saint-Brieuc, LFI a lancé son propre collectif qui devrait s'unir en une liste, qui est Saint-Brieuc en commun, si je ne dis pas de bêtises.
Donc la proposition de faire une liste d'union avec le reste de la gauche ayant été rejetée par les deux côtés, il n'y a pas d'alliance à proprement parler qui va se jouer à ce niveau-là. En revanche, du côté de la gauche, on a une union de la gauche, hors LFI, qui est soudée, qui est unie à travers l'ancienne liste de 2020 et du coup l'actuelle équipe municipale qui reste unie à gauche. Et du coup, on va après devoir se battre à la fois contre des listes macronistes, contre des listes Horizon, même certainement une liste RN, mais aussi d'un certain côté contre une liste LFI, parce que c'est le jeu des municipales, c'est le jeu de fait de ne pas faire alliance avec forcément tous les partis gauche, toutes les sensibilités. Alors j'allais vous poser la question, est-ce que le fait que la gauche ne soit pas unie, ça peut profiter par exemple à la droite ou au centre, qui a du mal aussi à se réunir, il faut bien dire? Et forcément, une liste de gauche et une liste de droite, c'est plus fort quand c'est une seule liste par côté. Or, là, ce n'est pas le cas. Cependant, à droite, on a aussi plusieurs listes. On a aussi une liste macroniste, on va certainement avoir une liste RN. Enfin, on n'a pas le monopole du fait de s'être éparpillé. Puis nous, en soi, nous sommes sur 2 listes et on ne va pas forcément viser le même électorat non plus. Donc c'est aussi ça qu'il faut se dire. Certes, LFI va nous grappiller quelques points par rapport à 2020. C'est comme ça, c'est le jeu. À nous aussi, sur le terrain, de faire le travail qu'il faut pour gagner et avoir un maximum de sièges à terme. Mais même si ça va forcément nous porter un petit peu préjudice, je ne sais pas si ce sera non plus... ça nous fera forcément défaut non plus. Avec finalement le paysage fracturé ici, j'allais dire en local, comme il l'est au niveau national. Est-ce que, et je terminerai par là, c'est Emmanuel Macron finalement le problème? Voilà, j'avais envie de vous poser la question, je l'ai posée à quelques-uns de mes invités. Est-ce que c'est Emmanuel Macron le problème? Alors, faut différencier quand même le local du national. Les gens n'ont pas du tout le même comportement électoral que ce soit en local et en national. Après, oui, moi j'ai très envie de remettre beaucoup de choses sur la faute d'Emmanuel Macron. Est-ce que ce serait justifié? Je ne sais pas, j'ai très envie de le faire quand même. Donc c'est sûr qu'il n'est absolument pas tout blanc dans cette histoire et qu'il va avoir notamment pour ses choix de Premier ministre, de gouvernement, une certaine volonté de nier les résultats des élections électorales et que ça c'est un très gros problème. Donc on va avoir un président qui, en niant ces résultats, vont aussi d'une certaine part manger un peu sur la démocratie. Donc c'est effectivement un problème. En local, beaucoup de choses aussi qui viennent du national vont être de sa faute. Après, je n'ai pas envie non plus de lui attribuer tous les malheurs de la France. Je donne sa part à l'extrême droite et à la droite aussi, bien entendu. Mais c'est sûr qu'il va forcément avoir un gros impact dans l'histoire. Ça reste le président depuis déjà 2 mandats. Hâte de voir ce que ça donnera en 2027. Ça va être long, c'est un peu moins de 500 jours à passer. Oui, je pense que ça va être long. Quand on voit déjà qu'on a un nouveau Premier ministre, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu depuis la nomination de Sébastien Lecornu, déjà, rien que là, il y a déjà un souci quelque part. On démissionne, l'État est un très bon employeur puisqu'il vous reprend juste après. Bon, pourquoi pas. Les gens qui disent « il n'y a plus que 3 premiers ministres avant Noël », pourquoi pas. On le voit tourner ça. Donc, effectivement, on est dans une crise. Effectivement, nous sommes dans une crise parlementaire qui est propre aussi aux institutions qu'on a dans la Ve République, qui est prévisible, on va dire. Donc voilà. Et on va aussi avoir tous ces premiers ministres qui vont s'enchaîner. Donc ça va forcément être très long. On passe de crise en crise. Et tant qu'on va pas avoir une reprise claire de l'Assemblée par un des blocs, notamment, ça va être plutôt compliqué. À voir s'il y a une dissolution plus précoce que prévu. On va observer attentivement. Hélène Jacquemet, animatrice fédérale des Jeunes Socialistes des Côtes-d'Armor, était avec nous ce matin pour commenter l'actualité politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, belle journée à vous aussi. Au revoir. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.